Pendant des années, Charles et Camilla ont paru inséparables, deux figures défiant le retour de flamme du public et redéfinissant ce à quoi l'amour royal pouvait ressembler. Le roi Charles et la reine Camilla ont parlé d'une étape très spéciale et personnelle. Mais juste au moment où le monde pensait que la reine Camilla avait cimenté sa place aux côtés du roi Charles III, une tempête silencieuse derrière les murs du palais a éclaté en une crise à part entière. Numéro 1. La tempête derrière le sourire. Pendant des décennies, la reine Camilla avait été la constante silencieuse dans la vie du roi Charles III, sa confidente indéfectible à travers les scandales, le regard critique et les bouleversements sociétaux. Leur parcours des controverses chuchotées des années Diana à l'acceptation publique réticente de leur union a été loin d'être facile. Pourtant, au moment où Charles est monté sur le trône, le successeur de la reine est Charles, son fils aîné, qui est maintenant le roi Charles III. Leur relation s'était transformée en un symbole de monarchie moderne, une seconde chance légitimée par le temps et tempérée par l'adversité. Pour le monde, Camilla semblait embrasser son rôle avec grâce, posée lors des événements officiels, prudente dans ses paroles et soutenante dans ses gestes. Les photographies montraient une femme qui s'était installée dans le rôle de reine consort avec confiance. Son sourire, autrefois timide et hésitant, était devenu radieux, répété, presque théâtral. Cependant, ceux qui étaient proches du cercle royal observaient en une perspective différente. Ils voyaient effrayant les fissures derrière le vernis, les éclats de tension derrière les portes closes du palais, et un nouvel élan d'ambition se soulevait en Camilla qui ne pouvait plus être ignorée. Cela a commencé subtilement après le couronnement du roi Charles. La reine Camilla apparaissait plus que cérémonielle dans la lueur dorée de ce moment historique, une cérémonie imprégnée de traditions séculaires et regardée par des millions. Elle semblait puissante. Peut-être pour la première fois, le public la voyait non seulement comme une épouse soutenante, mais comme une femme commandant silencieusement un espace qui lui était propre. Et une fois la couronne placée sur sa tête, quelque chose a changé. Elle a commencé à s'affirmer plus ouvertement, plus fréquemment. Au début, c'était à travers de petites choses. Un discours légèrement plus long lors d'un gala de charité, un commentaire spontané à la presse, une visite en solo à un dignitaire étranger sans Charles à ses côtés. Ce qui avait autrefois été une présence en arrière-plan a commencé à évoluer en quelque chose de bien plus actif. Les aides royales murmuraient en tant que Camilla en avait assez d'être toujours deuxième, non seulement dans le protocole, mais en perception. Elle avait joué son rôle pendant des décennies, enduré des décennies de vilification, et maintenant que la nation l'avait enfin acceptée, elle était prête à diriger. Le public, encore en train de s'ajuster à l'héritage complexe de Camilla, observait ces changements avec un mélange de curiosité et de respect prudent. Beaucoup louaient sa nouvelle voix comme un signe de croissance, la reine consort évoluant en une femme royale moderne. Mais derrière les murs du palais, le changement n'est pas passé inaperçu pour le roi Charles. Des initiés ont révélé que le roi, bien que publiquement soutenant, était intérieurement perturbé. L'indépendance croissante de Camilla frappait une note dissonante pour un homme dont toute la vie avait été orchestrée par le devoir et l'héritage. La monarchie était son héritage, son fardeau, son destin, et bien que Camilla ait emprunté ce chemin à ses côtés, il ne s'attendait pas à ce qu'elle se taillât de son propre chemin. Sa présence de plus en plus audacieuse dans les médias, sa volonté de sortir du cadre rigide du protocole royal, commençaient à sembler, aux yeux du roi, moins comme un partenariat et plus comme un empiètement. Les tensions bouillonnaient derrière les rideaux de velours des résidences royales. Des conseillers de longue date du roi devenaient apparemment méfiants de l'influence de Camilla, avertissant qu'elle déplaçait trop le récit dans sa direction. Ce qui avait autrefois été une alliance forgée dans le secret et la persévérance était maintenant sous une pression silencieuse. Le couple souriait toujours en public, leurs mains se frôlant dans des gestes d'affection soigneusement chronométrés. Mais au sein des murs du palais, une tempête se préparait. Et alors que les murmures se transformèrent en chuchotements et les chuchotements en gros titres, une chose devenait claire. La reine Camilla n'était plus contente de rester en arrière-plan. Elle avait attendu trop longtemps pour être vue, et dans sa détermination à enfin faire un pas en avant, elle menaçait de perturber l'institution même qu'elle avait autrefois tant lutté pour être acceptée. Numéro 2. L'interview non autorisée. La première véritable fracture dans la façade de l'unité royale ne provenait pas d'un mémo divulgué ou d'une exposition de tabloïd. Elle venait de Camilla elle-même, et elle a été diffusée à des millions de personnes.
Sans informer Buckingham Palace, sans approbation du Bureau des communications royales et sans consulter son mari le roi Charles III, Camilla s'est assise pour ce qui serait plus tard qualifié d'interview non autorisée. C'était brut, c'était réel, et c'était tout ce que la monarchie redoutait. Ce qui avait commencé comme une conversation apparemment anodine avec un journaliste britannique bien connu s'est rapidement transformé en une rupture sismique au sein de la famille royale. Camilla, souvent peinte par le public comme une consort réticente ou une grimpeuse calculatrice, a choisi de jeter le script par-dessus bord. Elle a parlé pour une fois comme une femme, pas comme une reine, exposant le coût personnel de la vie royale. Elle a parlé franchement des attentes étouffantes qui lui étaient imposées depuis le décès de la reine Élisabeth II, des comparaisons, de la surveillance constante et du ressentiment non exprimé venant de certains coins de la famille. Elle a laissé entendre, sans nommer de nom, des luttes de pouvoir internes. À certains moments, elle s'est devenue visiblement émotive en racontant combien de fois elle s'était sentie comme une étrangère, même après des décennies dans la vie de Charles. Les sujets tabous sont arrivés rapidement. La santé mentale au sein de la firme, des désaccords privés avec des membres royaux de haut rang, et plus choquant encore, elle a remis en question si la monarchie avait fait suffisamment pour moderniser son image pour une génération plus jeune. Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme une critique à peine voilée de l'approche traditionnaliste de Charles. La réponse a été immédiate et volcanique. Charles, pris au dépourvu et apparemment furieux, a convoqué ses plus proches aides au milieu de la nuit. Pour un homme connu pour ses messages soigneusement élaborés, le manque de contrôle sur les paroles de Camilla était plus qu'une violation de protocole. C'était une trahison personnelle. Les conseillers du palais, dont beaucoup avaient servi sous la défunte reine et s'ajustaient encore à la nouvelle structure de pouvoir, sont passés en mode crise. Des déclarations à la presse ont été rédigées, des fuites stratégiques ont été organisées pour rediriger l'attention. Des briefings privés ont été tenus avec des membres sympathiques des médias pour clarifier l'intention de la reine. Mais le génie était sorti de la bouteille. Pour tous leurs efforts, ils ne pouvaient pas dédire ce qui avait été dit, ni annuler la manière dont l'honnêteté de Camilla avait résonné auprès du public. Pour certains, c'était un moment rafraîchissant d'authenticité dans une institution séculaire allergique à l'émotion. Pour d'autres, c'était un lapsus impardonnable en matière de décorum, un jeu de pouvoir déguisé en vulnérabilité. Plus damnant encore, au sein des cercles royaux, c'était perçu comme un défi direct à l'autorité de Charles. Un monarque dont le règne était encore en train de se consolider était maintenant confronté à une consort qui avait, intentionnellement ou non, pris le devant de la scène et remodelé le récit. Le public voyait une femme se libérer. Le palais voyait une reine briser les rangs. À partir de ce moment-là, quelque chose de fondamental avait changé. Les murmures de division au sommet de la monarchie n'étaient non plus seulement des spéculations de tabloïds. Ils étaient désormais des questions d'intérêt public. Et derrière les portes du palais, la confiance avait silencieusement commencé à s'éroder. Numéro 3. Murmure dans les murs de Windsor. L'audace de Camilla n'a pas seulement fait des vagues, elle a provoqué des ondes de choc. Après son interview controversée, beaucoup s'attendaient à ce que la reine consort se retire dans les rythmes familiers de la tradition royale. Au lieu de cela, elle a insisté. Ses apparitions sont devenues de plus en plus non scénarisées. Les aides du palais, autrefois toujours présentes à ses côtés, étaient maintenant conspicuement absentes. Lors d'une réception diplomatique, elle est arrivée sans l'escorte habituelle de conseillers seniors du palais, choisissant plutôt de marcher seule, un geste subtil qui a fait des vagues dans la salle. Ce n'était pas seulement de l'indépendance, c'était une déclaration silencieuse. Puis est venu l'incident de la tiare. Lors d'un banquet d'État très médiatisé, une soirée drapée dans un cérémonial séculaire, Camilla a défié les attentes en renonçant à l'héritage royal désigné. Au lieu de cela, elle a apporté un collier vintage de sa collection personnelle, offert des décennies auparavant et bien éloigné des coffres royaux approuvés. La reine Camilla a ébloui avec un collier très spécial alors qu'elle se rendait à l'abbaye de Westminster avec son mari, le roi Charles III, pour leur couronnement historique. Pour l'observateur moyen, c'était un détail curieux mais oubliable. Mais pour ceux au sein de la machine du palais, c'était un signal. Ce choix ignorait des codes vestimentaires établis de longue date et le symbolisme subtil que portent les bijoux royaux. Les tiaras sont plus que des ornements. Ce sont des déclarations de pouvoir, des échos historiques et des outils diplomatiques. Les tiaras royales sont souvent des pièces héritées, transmises de génération en génération, chacune ayant sa propre histoire.
Le choix de Camilla d'ignorer cela a silencieusement fracturé un autre fil de continuité royale, mais son audace ne s'est pas arrêtée à la mode. Derrière des portes closes, Camilla avait commencé à faire des mouvements stratégiques, plaidant pour des changements dans le personnel du palais, poussant pour la réaffectation de certains aides qu'elle a prétendument décrits comme étant coincés dans l'Ancien Régime, et exprimant son désaccord avec des traditions de longue date qu'elle jugeait irrélevantes. Plusieurs sources ont murmuré qu'elle assistait à des réunions opérationnelles sans y être invitée, offrant son avis sur des décisions historiquement en dehors de la juridiction de la reine consort. Pour certains à l'intérieur du palais de Buckingham, c'était rafraîchissant, une brise de modernité tant attendue dans une institution souvent accusée d'être fossilisée. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui avaient enduré des décennies sous la discipline inflexible de la reine Élisabeth II, c'était le lent délitement de quelque chose de sacré. La phrase « agir comme une monarque à part entière » a commencé à circuler, non pas parmi les colonnes de potins, mais dans les bureaux des courtisans royaux de haut rang. Et ce sentiment, autrefois confiné aux murmures de coulisses, s'est bientôt échappé dans le monde extérieur. Ce qui avait commencé comme des murmures isolés s'est transformé en une frénésie médiatique. Les médias ont relevé l'attention, publiant des histoires qui peignaient le palais comme une maison divisée. Les gros titres criaient « Des coups d'État silencieux et la monarchie d'ombre de Camilla ». Les commentateurs débattaient si l'influence de la reine consort était en train de renforcer Charles ou de l'éclipser. Dans les anciennes salles de Windsor, la tension devenait presque tangible. L'équipe autrefois unie autour du roi Charles se fissurait. Les loyautés étaient rendues remises vaguement en question. De vieilles alliances se fissuraient. Le roi, qui avait passé sa vie à se préparer au trône, se trouvait soudainement entouré d'incertitudes, non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur même de l'institution qu'il dirigeait maintenant. Sa relation avec Camilla, autrefois source de stabilité, devenait compliquée par l'ambition même qui les avait unis. Elle n'était plus simplement non conventionnelle, d'autres la percevaient comme une source d'instabilité. Charles, maintenant pris au milieu de récits anticoncurrents, ceux louant l'audace de Camilla et ceux avertissant de son excès, devenait de plus en plus retiré. Alors que ses apparitions publiques continuaient avec un visage impassible, les initiés notaient un changement. Il tenait moins de réunions privées avec des aides de confiance. Son emploi du temps devenait étroitement gardé. Et en privé, selon certains qui osaient en parler hors enregistrement, le roi commençait à poser une question qu'aucun monarque ne veut jamais envisager. Qui puis-je encore faire confiance ? Ce qui avait commencé comme un murmure était maintenant un rugissement résonnant à travers les couloirs du château de Windsor, et pourtant Camilla avançait. Sans excuse, inébranlable. Je ne peux pas imiter des voix pour l'amour ou l'argent. Je suis complètement désespéré. J'étais un très mauvais acteur à l'école, et de plus en plus imparable. La bague qui ornait autrefois le doigt de Camilla n'était pas qu'un bijou, c'était une résurrection, une réclamation. Elle avait autrefois appartenu à la reine-mère, une pièce historique de l'histoire de Windsor, extraite du coffre royal non seulement pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représentait. En la offrant à Camilla, Charles ne proposait pas seulement le mariage, il réécrivait un héritage. Un amour longtemps vilipendé était légitimé, littéralement, avec des diamants royaux. Pour ceux qui étaient au courant, cette bague murmurait des batailles menées dans l'ombre. Elle parlait de rendez-vous clandestins pendant son mariage troublé avec Diana, d'appels téléphoniques chuchotés et de scandales alimentés par les tabloïds. Mais surtout, elle signifiait la survie. Au fil du temps, leur romance a défié des défis, contourné des normes conventionnelles et obtenu l'approbation de la famille et de l'État. Camilla était passée de paria à reine consort en attente. La bague était le sceau ultime de cette évolution. Mais le temps a une façon de ternir même les gemmes les plus brillantes. Alors que la monarchie faisait face à l'une de ses décennies les plus turbulentes, des fractures internes aux remises en question mondiales sur la tradition et la transparence, les tensions ont commencé à monter non seulement au palais de Buckingham, mais derrière des portes closes. Le lien entre Charles et Camilla, autrefois si résolu, a commencé à se fissurer sous le poids de vieilles rancunes et de déceptions non exprimées. Les initiés décrivaient un froid croissant entre le couple, de brefs silences autour du thé du matin, des snubs subtils lors des fonctions d'État et une absence notable de regards partagés lors des apparitions publiques. Des murmures circulaient sur des désaccords concernant les relations de Charles avec ses fils, les manœuvres en coulisses de Camilla, et même son influence de plus en plus vocale dans la prise de décision au palais. Et puis le crescendo. Un moment privé explosif qui enverrait des ondes de choc à travers l'institution royale. Selon plusieurs sources du palais,
Cela s'est produit dans l'un des petits salons de Clarence House, une pièce loin des yeux du public, mais imbibée d'histoire royale. La dispute avait commencé comme tant d'autres, calmement, avec une ébullition de frustration non résolue. Mais cela a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus viscéral. Les voix s'élevaient, les émotions affluaient, puis vinrent les mots, tranchants, froids et définitifs. « Rends-le. Je veux ma bague. » Les mots n'étaient pas criés, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Prononcés dans le ton inconfondable de Charles, ils portaient l'autorité d'un monarque et la douleur d'un homme qui se délitait. Camilla, apparemment abasourdie, ne répondit pas immédiatement. La gravité de la demande, « rends-le », tomba comme un coup de marteau, non seulement sur elle, mais sur les fondations même de leur union. La phrase ne resta pas confinée aux murs de Clarence House longtemps. Les aides du palais, formés depuis longtemps à éviter les tentations des ragots, ne pouvaient donc pas réprimer l'ampleur de ce qu'ils avaient entendu. En quelques jours, cela avait fuité dans le sang du presse britannique, puis, inévitablement, dans le monde. Les gros titres brillaient de variations. Charles veut récupérer la bague au milieu d'un conflit avec Camilla. Pour beaucoup, cet ordre représentait plus qu'un simple différend domestique. C'était un dénouement symbolique de tout ce que la bague avait autrefois signifié. C'était une réclamation symbolique de contrôle, un rejet de la trahison, qu'elle soit réelle ou perçue, et potentiellement un précurseur d'un bouleversement royal bien plus dévastateur. Et la bague elle-même, certains ont interprété la décision de Camilla de garder la bague à son doigt pendant des jours après la confrontation comme une défiance silencieuse, tandis que d'autres l'ont interprétée comme de l'incrédulité. Finalement, des rapports suggèrent qu'elle l'a retirée, non pas lors d'un événement public, mais discrètement, sans cérémonie. Pas avec une déclaration, mais avec un cœur lourd. Numéro 4. Éviction aux portes du palais. Cela a commencé non par un décret royal ou une annonce formelle, mais par des murmures, des changements subtils dans la routine royale que seuls les plus observateurs pouvaient détecter. Un jour, Camilla était notablement absente d'une réception officielle dans le jardin de Clarence House. Le lendemain, son cortège a été détourné de son itinéraire habituel, contournant complètement Buckingham Palace. Peu après, des sources anonymes ont confirmé ce que la presse n'avait osé que spéculer. Le roi Charles avait discrètement demandé à la reine consort Camilla de quitter la résidence royale. Officiellement, le palais a présenté cela comme une séparation temporaire en raison de conflits d'agenda. Mais les euphémismes ne pouvaient pas masquer la réalité sismique. Camilla avait été relocalisée, non dans un domaine royal souvent utilisé pour le repos, mais dans une résidence privée moins connue dans le Wiltshire, loin des projecteurs. Pas de fanfare, pas de photographe, pas de vagues souriantes depuis le balcon. Juste du silence. Le symbole n'échappait à personne. Le palais, le cœur même de la monarchie, avait en essence fermé ses portes sur elle. Pour les tabloïds, c'était un festin. Les gros titres criaient à une rupture royale et les talk-shows du matin débattaient de la possibilité d'un divorce imminent. Mais pour le public, c'était quelque chose de bien plus personnel. L'image de Camilla pendant des décennies, symbole de résilience tranquille et de rédemption royale, désormais mise à l'écart, déclenchait un mélange d'empathie, de suspicion et de déjà-vu. La monarchie n'avait-elle rien appris de la tragédie de Diana ? Camilla, autrefois élevée au rang de reine consort après des années d'attente dans l'ombre, se tenait maintenant au bord d'un rôle qu'elle avait tant lutté pour obtenir. Et avec cela, la question émergeait. Avait-elle jamais vraiment appartenu à ce rôle ? Derrière les murs du palais, les tensions bouillonnaient. Des initiés ont révélé que les courtisans étaient divisés. Les partisans de Camilla évoquaient sa loyauté indéfectible, comment elle avait soutenu Charles à travers des décennies de turbulences, et comment elle avait modernisé l'image royale avec une grâce subtile. D'autres murmuraient que des erreurs récentes, des éclats privés, une inaptitude publique, et des violations de protocole avaient enfin eu leur impact. Un initié a fait remarquer de manière glaçante, elle a sous-estimé à quelle vitesse on peut tomber quand la couronne est seulement légèrement fixée. Numéro 5. La monarchie en crise. La réaction du public a été rapide, tranchante et profondément polarisée. Pour la première fois depuis les dernières années du règne de la reine Élisabeth II, la monarchie n'était plus perçue comme un navire stable. Elle était à la dérive, prise dans une tempête d'émotions, d'héritage et d'incertitudes. La mémoire de Diana planait plus grande que jamais, son ombre projetée à nouveau sur une famille royale apparemment condamnée à répéter l'histoire. Les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. Charles était-il capable de maintenir la monarchie ensemble ?
Les jugements erronés de Camilla avaient-ils rouvert une vieille blessure que le public n'avait jamais vraiment laissé guérir? Ou cet événement n'était-il que le déploiement naturel d'un système trop ancien pour survivre à l'examen moderne? Les commentateurs royaux des deux côtés ont aligné des arguments passionnés. Certains ont appelé à la réconciliation et à la guérison pour le bien de l'institution. D'autres ont appelé à un bilan, un moment de vérité longtemps attendu. Cependant, il était désormais indéniable que la monarchie, telle qu'elle existait, était dans un état d'effondrement. Et dans le silence de ce domaine privé, loin des portes du palais, Camilla, n'étant plus entourée des halles dorées et des conseillers royaux, devait faire face à sa place dans l'histoire. Était-elle une reine temporairement déplacée ou une reine dont la couronne avait été silencieusement reprise? Numéro 6. La contre-attaque de Camilla. Dans un mouvement qui a stupéfié à la fois les initiés royaux et les observateurs des médias, Camilla a publié une déclaration, subtile dans le ton mais aiguisée avec une intention indéniable. Soigneusement élaborée par son cercle intime, le langage était précis, presque chirurgical. Elle n'a fait aucune mention directe de la bague de fiançailles, ni n'a fait référence à la confrontation émotionnelle qui avait eu lieu derrière les murs du palais. Malgré son silence, le message était indéniable. Elle a parlé de son engagement de toute une vie envers le service public, réaffirmant son devoir envers la couronne, une phrase qu'elle avait rarement utilisée avec autant de gravité. Mais c'était sa dernière phrase qui a attiré l'attention. J'ai toujours honoré mon rôle, non seulement en tant que reine consort, mais en tant que voix indépendante au sein de cette institution. Le choix des mots n'était pas accidentel. Ceux qui étaient tant proches de Camilla ont décrit la déclaration comme sa rébellion silencieuse. Ce n'était ni une excuse ni un acte de défi, mais quelque chose de bien plus stratégique, une déclaration publique qu'elle ne serait pas effacée. En coulisses, les aides du palais se débattaient pour interpréter les implications complètes. Était-ce un tir de semonce, une déclaration de guerre, ou simplement une femme réclamant de l'espace dans un royaume où chaque geste est disséqué et chaque silence est chargé? Malgré les spéculations croissantes, une chose devenait de plus en plus claire. Camilla ne s'effacerait pas silencieusement dans l'ombre de l'histoire. Elle avait l'intention de rester visible, vocale et, peut-être plus important encore, intouchable. Ses engagements publics se poursuivaient avec un nouvel élan, chacun étant désormais chargé de sous-texte. Chaque ruban qu'elle coupait, chaque main qu'elle serrait, était une performance de stabilité dans une famille qui se déroulait lentement. Des sources au sein du palais ont révélé qu'elle construisait des alliances non seulement parmi les membres royaux supérieurs, mais aussi parmi le personnel, les œuvres caritatives et les dignitaires étrangers qui respectaient son courage. Camilla joue le long jeu, a remarqué un initié, et elle ne bluffe pas. La lutte pour le pouvoir, autrefois privée, avait débordé dans la conscience publique, et avec elle, la bague, désormais un paratonnerre de tension symbolique, plus qu'un bijou, était devenue un substitut de légitimité, de loyauté et d'héritage. Alors que la tempête commence à se calmer, ou peut-être juste à faire une pause pour se rassembler à nouveau, la monarchie britannique se tient précocement sur le fil du rasoir. L'image de stabilité que le roi Charles projetait autrefois a subi des coups. Ses taux d'approbation, déjà fragiles, continuent de glisser alors que le public digère les murmures de conflits internes et de menaces voilées. Le commandement qui aurait résonné dans les couloirs du palais, rend-le résonne désormais à travers les gros titres, les colonnes de potins royaux et l'imaginaire collectif d'une nation qui a toujours projeté ses propres espoirs et peurs sur la monarchie. L'avenir de Camilla en tant que reine consort ne semble plus assuré. Ce qui semblait autrefois être un rôle durement acquis, sécurisé par des décennies de persévérance et de construction d'images, est désormais en équilibre précaire. Le pouvoir symbolique de cette bague de fiançailles, la même bague qui liait autrefois Charles et Diana aux yeux du public, a été transformée de symbole à totem, de l'unité à l'agitation. Et pourtant, la bataille ne concerne pas seulement des bijoux ou des titres, elle concerne l'héritage, qui contrôle le récit et qui écrit le prochain chapitre de l'histoire royale britannique. Les observateurs notent un changement de ton curieux, où l'institution projetait autrefois la continuité, elle pulse maintenant avec l'anxiété de l'examen moderne. Les réseaux sociaux bourdonnent de spéculations, les gros titres tournent avec des commentaires énigmatiques, et le sentiment public oscille comme un pendule, incertain, troublé et exceptionnellement vocal. Ce qui a commencé comme un conte de fées, une romance ravivée dans les années d'automne de la vie, s'est transformé en une parabole de pouvoir, de sacrifice et du coût durable de la couronne. La monarchie a toujours été un miroir reflétant les temps dans lesquels elle se tient.
Et maintenant, alors que ce miroir se fissure, le reflet qui se profile est celui que le palais n'avait jamais l'intention de montrer. Alors que le monde observe et anticipe, la question persiste. La couronne peut-elle résister à ce défi ou est-elle enfin devenue irréparablement endommagée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.